Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc aujourd'hui, trois petites choses comme d'habitude. La première, c'est un mail que j'ai reçu de quelqu'un qui est abonné à la lettre et qui m'envoie un petit message pour me parler de quelque chose qui est intéressant et que je vais vous faire partager. Deuxième chose, je pense que vous avez vu l'article qui est passé sur la mosquée du Pacha ici, un article qui n'est pas négligeable non plus, mais je vais plutôt raconter moi comment j'ai vécu mon passage à la mosquée du Pacha et aussi comment je l'ai découverte et comment j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait, ce que c'était exactement, parce qu'elle me paraissait étrange. Et dernier point, je parlerai de ça, de ce livre-là. Ce livre-là, je l'ai, mais je ne sais plus où il est, moi, au milieu de tous mes livres, et en plus j'ai l'habitude de tout perdre, donc je ne sais pas où il est. Salut Marie-Ange, ah, je vois que tu es là ce soir, c'est bien. Alors, j'attaque avec le message que j'ai reçu et qui me dit donc, d'une abonnée à la lettre, et qui me dit merci pour vos livres et vos écrits et du temps que vous nous consacrez. Je commence à écouter les lives en différé, je ne suis pas rentré à 19h. Donc oui, je pense qu'il y en a pas mal qui écoutent le live en différé, qui ne sont pas là à 19h, mais moi ça m'arrange plutôt à 19h, donc je le fais là. J'ai entendu ou lu que vous aviez un blog ou site de psychogénéalogie, cela m'intéresse beaucoup, pouvez-vous me communiquer le lien? Alors j'en profite juste pour dire que j'avais fait un petit site à côté de Mémoblog, le site sur Oran, qui s'appelle Psychogénéalogie de Mémoblog, et vous pouvez le trouver en allant sur Mémoblog et en regardant sur la colonne de droite, vous tapez sur psychogénéalogie et hop, vous atterrissez là-dessus. C'est juste un petit site où j'ai dû faire une douzaine d'articles et dans lequel je parle un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ma tête lors de ma recherche familiale. Et alors elle écrit après, ce qui est bien plus intéressant. J'ai écouté l'émission de ce soir, en fait c'était le live d'il y a 2 jours. Je suis allé 2 fois en Algérie. La première fois pour découvrir les lieux où ma famille est passée et peut-être régler des choses. La seconde pour retourner sur ces lieux parce qu'on y avait laissé des amis et pour se promener ailleurs. Un peu comme vous, il y aurait tant à dire. Et je rejoins ça avec ce qu'avait dit Dan Leclerc hier quand il était là dans le live, je ne sais pas s'il va arriver aujourd'hui parce qu'il a des problèmes à se connecter. On ne visite pas, on se fond dans le pays. Alors c'est vrai que on ne visite pas le pays, on se fond dans le pays. Alors je ne me rappelle plus trop ce que j'ai répondu hier, mais je pense que dans ce qu'il a voulu dire ici, c'est que il faut arriver à se fondre dans le pays par l'intermédiaire de la population. Salut Sarah. Par l'intermédiaire de la population, et ça c'est quelque chose qui est très important, et ça rejoint le premier témoignage de la personne qui dit qu'elle a fait le voyage en 2 temps. Le voyage en 2 temps, c'est crucial pour moi parce que c'est une première fois, clairement, pour régler des choses, mais une deuxième fois, on y va plus vraiment pour régler des choses, on y va vraiment pour être au contact des personnes qu'on a rencontrées là-bas et qu'on a envie de retrouver. Pour moi, ça se fait toujours en 2 temps, cette histoire-là. Et si on veut se fondre dans l'Algérie, dans le pays, comme le dit Dan, il n'y a pas trop le choix, on ne peut passer, à mon sens, que par les Algériens, parce qu'ils sont dans le pays, c'est eux qui font vivre ce pays-là, et si on a envie d'y accéder en profondeur, c'est par eux qu'il faut passer. Salut Théma, hello. Donc c'est par eux qu'il faut passer, et de toute manière, quand on passe par eux, d'abord on est super bien accueilli. Salut Dan, oui voilà, c'est ça, ça commence à la Senia, bienvenue chez vous. Tout à fait, on est tellement bien accueillis là-dedans, et on est fondu dans le paysage. Mais enfin, je maintiens quand même qu'il y a 2 voyages. Il y en a un, et puis il y en a un autre. Et le premier voyage, c'est très compliqué, de mon point de vue, de se fondre dans le pays. Parce qu'on a des choses quand même qui nous tournent dans la tête, il faut aller voir les lieux familiaux, il faut aller voir aussi bien les maisons qu'ont connues nos parents, nos grands-parents, etc., que des lieux emblématiques comme Santa Cruz, comme ceci, cela. Moi, la première fois que je vais au Oran, j'ai qu'une envie, quelque part, c'est d'aller voir le front de mer, c'est d'aller voir Santa Cruz, parce que c'est tellement emblématique que, comme je disais hier, on a besoin de remplacer des images emblématiques qui finalement nous gênent plus qu'autre chose par du réel. Et une fois qu'on a remplacé ça par du réel, on peut presque s'en débarrasser en quelque sorte et on s'allège des images emblématiques. Donc pour moi, ça a été fondamental, mais c'est vrai que si on veut s'alléger de tout ça,
on est obligé de passer par les Algériens. Je dis obligé parce que j'ai pas d'autre mot, mais en fait c'est pas quelque chose d'horrible. C'est au contraire un vrai bonheur parce que on est super bien accueillis, ils sont contents, on est contents. C'est pour ça que je pense qu'il est très important d'établir des contacts avant. Hein. Si on arrive à établir des contacts avant, ben nous aussi on est super contents de retrouver ces personnes qu'on a connues. J'ai eu la chance de faire un peu les deux en même temps. Ouais, moi aussi, quelque part, c'est un peu ce que j'ai fait dans le premier séjour. Hein. J'ai fait les deux en même temps, c'est-à-dire que j'avais rencontré des gens à distance et puis je les ai retrouvés là-bas et j'étais super content de les retrouver. Mais en même temps, il fallait que je voie des lieux. D'ailleurs, il savait que je voulais voir ces lieux, donc il m'a mené partout. Mais quelque part, c'était trop perturbant tout ça. Alors que la seconde fois, comme le dit la dame qui m'a répondu à la lettre, là, elle me dit la première fois pour découvrir les lieux où ma famille est passée, peut-être pour régler des choses, et la deuxième fois pour retourner sur ces lieux parce qu'on y avait laissé des amis. Et moi, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'y avais laissé des amis. Et ces amis-là, j'avais envie de les revoir de la même manière qu'on a envie de voir des amis ici ou ailleurs. Et que, ma foi, on se déplace pour aller les voir. Moi, la deuxième fois, je me suis déplacé pour aller les voir. Et c'est vrai que les lieux ne me gênaient plus. J'ai pas eu besoin d'aller voir Santa Cruz, si, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de la voir avec la Vierge rénovée, mais j'avais envie de la voir rénovée. Mais enfin, c'est tout. Je suis pas passé là où j'étais passé la première fois, c'est-à-dire dans plein de lieux que je connaissais, etc. Je sais pas, la Casbah, la mosquée du Pacha dont je parlerai, le palais du Bey, tout ça. J'ai pas eu besoin, moi, d'y retourner. Je les avais eus une fois, je m'étais enlevé toutes les photographies et j'avais mis du réel à la place, hein, et c'était ça, fondamentalement, que je voulais. Hein. Et je pense que donc ça passe par les Algériens, ça passe par le contact avec eux, parce que vivre ça avec eux, ça décuple l'émotion et c'est super, quoi. Alors on attaque avec le deuxième point, la mosquée du Pacha. La mosquée du Pacha, elle y est d'ailleurs en couverture de ce livre-là. Alors si vous vous rappelez, je vous avais montré la dernière fois, je vais aller le chercher, il est là-bas. Je vous avais montré celui-là. En fait, celui-là et celui-là, c'est le même, quasiment le même. Celui-là, c'est la première édition, celui-là, c'est la deuxième édition. Et dans la première édition, il y a quelques modifications, il y a des articles qui ont été shootés dans la deuxième édition. Et alors, si on regarde bien cette deuxième édition, on a en bas la mosquée du Pacha. La mosquée du Pacha, elle est super... Ah, salut Annie, coucou. Et la mosquée du Pacha, elle est très reconnaissable parce que elle a un minaret qui est octogonal. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à choper les repères dans Oran. Dan, le terme Casbah, je l'ai entendu pas pour Alger, mais pratiquement jamais pour Oran. En revanche, la Calère, oui. Je t'explique 2 secondes pourquoi j'ai eu le même problème. Hein, c'est-à-dire que Casbah, à Alger, on a l'impression, enfin on n'a pas l'impression, on a l'image de petites maisons blanches avec des rues complètement zigzag dans tous les sens, enfin une espèce d'endroit où on est complètement perdu, alors qu'en fait Casbah, ça veut dire château à la base. Et à Oran, c'est un véritable château. C'est-à-dire que c'est une fortification dans laquelle se trouvait le gouverneur. Et c'est en me disant, mais où est, j'étais comme toi, mais où est cette Casbah à Oran? Parce que je cherchais, moi, des petites maisons blanches partout, un quartier où c'était comme à Alger, jusqu'à ce qu'on me dise, mais non, ça n'a rien à voir avec Alger. La Casbah, c'est un château, une espèce de fortification espagnole, espagnole, en fait, elle n'est pas espagnole à la base, elle existait avant, hein, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est une espèce de fortification, et c'est ça qu'on appelle la Casbah. Donc rien à voir avec les petites maisons blanches qu'il y a à Alger. Mais ça a été un repère, ça aussi. Et j'ai eu quelques repères comme ça quand j'ai commencé à bosser dans Oran, et notamment cette mosquée-là, la mosquée du Pacha, parce qu'on voit bien le minaret octogonal, donc ça permet de se repérer. Et alors, il n'y avait pas que le minaret octogonal, il y avait, si on regarde bien ça, il y avait plein de petites coupoles. On voit une relativement grosse coupole blanche, et en fait, il y a des petites coupoles qui sont juste à côté. J'ai posté la photo ce matin, là, et on voit des petites coupoles qui sont à côté. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette mosquée? Comment ça se fait qu'elle n'est pas comme la mosquée du Bey, par exemple, dont je reparlerai un jour ou l'autre peut-être, qui se trouve en plein centre-ville et qui est beaucoup plus classique, hein. Ici, on avait une mosquée avec des petits trucs. Alors un jour, j'ai fini par me plonger dedans un petit peu et je me suis rendu compte que c'était des mosquées qui étaient de type ottoman. Et qu'on avait par exemple à Istanbul, alors je sais pas, je vois pas grand-chose, la mosquée Sainte-Sophie, ça c'est une maquette.
Et on retrouve bien des coupoles comme ça et des petites coupoles qui fonctionnent juste à côté. Et je me suis dit, ah ben oui, d'accord, ça en fait c'était une mosquée de type ottomane. Alors je lis juste, hein, comme ça pour l'info, le tout petit historique qu'il y a dans le guide de Bel Horizon des monuments historiques, qui est très simple, très bien, et parfait pour moi, hein, c'est un tout petit truc. La mosquée du Pacha et le minaret sont admirables. C'est la seule mosquée typiquement ottomane, avec un splendide minaret octogonal et une belle salle de prière. L'entrée se fait par une très belle porte et donne sur une cour où émerge une vasque, finement décorée, qui sert de fontaine d'ablution. Une galerie circulaire délimitée par de jolies et modestes arcades sert de promenoir et d'abri contre le soleil et le mauvais temps. La mosquée fut construite après la libération de la ville par le bey Mohamed El-Kébir en 1792. Alors il faut se rappeler qu'en 1792, il y a un énorme tremblement de terre à Oran qui détruit quasiment toute la marine, ce qu'on appelle la marine, mais qu'à l'époque, c'était plutôt ce qu'on appelait la Blanca, hein, c'est la vieille ville espagnole autour de la Casbah pas loin, et qui est une grande partie détruite après le tremblement de terre, si bien que les Ottomans, quand ils arrivent, ils ne vont pas aller s'installer au niveau de la Casbah comme l'ont fait tous les gouverneurs précédents. Ils vont aller s'installer au niveau de Ros Al-Khazar et construire le palais du bey et construire ensuite cette mosquée-là, en même temps que le palais du bey et fut dédié au pacha Hassan, c'est-à-dire le pacha d'Alger. Une boutique ayant appartenu au bey Hassan est attenante à la mosquée, comme l'indique une inscription accolée au mur. C'est-à-dire que pas très loin de la mosquée du Pacha, on voit une petite boutique, ce qu'ils appellent une boutique, avec une plaque qui est dédiée au bey Hassan. Et alors quand je suis rentré, moi, et c'est ça qui est important, je crois, c'est quand on a voulu rentrer là-dedans, et c'est souvent comme ça à Oran, hein, c'est pas évident, parce que on rentre pas facilement dans les monuments historiques, parce que, je sais pas, c'est plus ou moins verrouillé ces trucs-là, et il y a les horaires, et puis il n'y a pas forcément les gardiens, ou etc. Et alors il faut taper comme des malades pour rentrer là-dedans, et si on n'est pas accompagné en quelque sorte par quelqu'un, on ne peut pas rentrer. Hein. Moi j'ai vécu ça cette année par exemple, parce qu'on m'a proposé d'aller voir le cimetière des colériques, c'est-à-dire le cimetière de ceux qui sont morts du choléra en 1849, et alors c'était fermé, et c'était plus l'heure quelque part. Et j'étais avec Kamel et Abdelbaki, et alors eux, ils ont tapé comme des malades, parce qu'ils avaient passé un coup de fil avant, et apparemment ils savaient qu'il y avait le gardien, donc ils ont tapé comme des malades sur la porte d'entrée du cimetière, j'aurais jamais pu faire ça, hein. Et au bout de 5 minutes, 10 minutes, il y a le gardien qui est rentré, ils ont parlementé et tout ça, et finalement on a réussi à rentrer. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important quand on connaît les gens, quand c'est des amis et tout ça, ils se dévouent quelque part pour nous montrer des choses que on verrait jamais si on allait en voyage organisé. Et là, donc, ils ont tapé fort contre l'entrée de la mosquée du Pacha. Il y a un gardien très gentil qui est là depuis un bon moment, qui nous a ouvert, et on est rentré dans la mosquée du Pacha. Et alors c'est un très bel intérieur, même s'il est laissé un peu à l'abandon, il est quand même assez chouette à regarder. Et tout au fond du mur, il y a une grande bibliothèque avec des vieux documents qui datent de 1800 et quelques, c'est-à-dire qui datent de la période ottomane entre 1792 et 1831, arrivée des Français. Dan, exact, ne pas envisager un instant de visiter, quel que soit le lieu, non accompagné. Non mais ça c'est sûr, hein, non accompagné, enfin j'en sais rien puisque j'ai toujours été accompagné, mais enfin, il est évident pour moi que accompagné, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que eux, ils n'ont pas peur hein, de taper, ça fonctionne pas comme chez nous en résumé. Il n'y a pas de gardien qui est là, tranquille, et qui attend, on ne paie pas un ticket, enfin j'en sais rien, il faut y aller au culot avec des gens qui sont là et qui sont motivés pour te faire rentrer, et à ce moment-là, pouf, ils tapent comme des malades sur la porte, et il y a quelqu'un qui finit par ouvrir au bout de 5-10 minutes, et on peut rentrer. Et quand je suis rentré dans la mosquée du Pacha, c'était vraiment très chouette à l'intérieur. Hein. Et il y avait donc cette grande bibliothèque avec plein de documents, des vieux documents de 1800 et quelques, de la période ottomane, la deuxième période ottomane. Et les gens se plaignaient un peu quand même que ce soit abandonné et que tous ces vieux documents soient pas utilisés d'une manière ou d'une autre. Et alors, à un moment, je ne sais pas comment c'est venu, mais ils nous ont proposé de monter sur le toit de la mosquée. Alors là, j'ai trouvé ça génial. On est monté là et je me suis retrouvé à me promener sur ce toit-là qui était quand même pas super stable. Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était super stable, mais enfin, je m'en fiche, moi. Et on est monté là et c'était génial d'être sur le toit de la mosquée à côté de ces petites coupoles-là et de regarder Santa Cruz qui était visible très facilement. De toute façon, Santa Cruz, c'est visible de partout. Mais enfin, là, sur le toit de la mosquée, on voyait bien Santa Cruz et c'était une expérience qui
qui était quand même assez sympa. Donc voilà, j'espère que cette mosquée sera un petit peu restaurée, hein, qu'ils ne vont pas la laisser à l'abandon et qu'il va se passer quelque chose, ça serait quand même dommage, comme tout ce qui se trouve dans Sidi El Ouari, hein, la marine, parce qu'il y a plein de choses qui sont super bien là et qui sont laissées un peu à l'abandon, malheureusement. Dernier point, ce livre-là, Saison violente, de Robles. Et c'est vrai que Robles, pour moi, ça a été une découverte. Alors, il est assez connu, hein, c'était un académicien, un romancier académicien et tout ça. Enfin, je connaissais pas. Et je connaissais pas en grande partie parce que il est pas tout jeune quand même, enfin il est mort, hein, depuis longtemps. Et il a écrit pas mal de choses sur l'Algérie française, il était vraiment d'Oran, lui. Et il n'écrit pas des choses trop intellectuelles, il écrit des romans qui sont vraiment très ancrés dans le réel. Et il décrit bien, je l'ai bien vu chez lui en tout cas, il décrit bien ce dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire la stratification très forte qu'il pouvait y avoir au sein de la population européenne à Oran. Et cette stratification-là, heureusement pour moi que j'en avais fait un petit article et que j'avais relevé des passages, parce que je ne sais plus où j'ai fichu mon livre, ou alors je l'ai passé et je ne l'ai pas récupéré. Il montre bien, surtout, comment les Français, comme mon père par exemple, qui a une lignée bien française et qui se sentait supérieur, entre guillemets, mais enfin pas tout à fait entre guillemets non plus, qui se sentait supérieur aux Espagnols qui étaient là et aux Français juifs d'origine, juifs d'Algérie, indigènes. Et alors il écrit Robles. D'abord, c'est moi qui fais une toute petite introduction. Le narrateur a été recueilli depuis plusieurs semaines par Madame Quinson, bourgeoise française parvenue, et se trouve séparée de sa mère suite à leur expulsion d'un patio précaire. Parce qu'avec sa mère, le narrateur, ils ont grandi dans un quartier populaire. Alors je ne sais pas trop si c'est la Marine ou si c'est le quartier Saint-Pierre, je ne sais pas trop où c'est exactement. Mais enfin, ils se retrouvent là, ils se sont fait expulser de leur patio, et le narrateur, il est récupéré par une bourgeoise française. Et alors la bourgeoise française, elle va le calmer très vite, et elle va l'humilier, pour tout dire. Il écrit « Comme si, en 10 semaines, les résultats de ses soins et de son système d'éducation l'avaient profondément déçu, Madame Quinson se mit à me reprocher mon accent, parce qu'il a l'accent espagnol, à singer ma manière de prononcer certains mots, et elle alla jusqu'à dire « On aura beau faire, tu es et tu resteras toujours un 50%. » Un 50%, c'est le surnom qu'on donnait à ces Espagnols du 19e siècle qui ont été naturalisés, mais qui conservaient énormément de coutumes espagnoles, et ils étaient considérés par les Français d'origine, je sais pas, alsacienne, lorraine, etc., métropolitaine, comme des faux Français. Un petit peu comme les Juifs d'Algérie qui étaient considérés comme des faux Français. On nous appelait aussi caracoles ou migas, du nom de nos nourritures de pauvres, mais pour méprisants qu'ils fussent, ces termes m'égratignaient à peine le cuir. Au contraire, 50% m'atteignaient au vif, tant à mes yeux cette expression marquait la volonté de me laisser à la porte, de m'empêcher d'entrer dans le royaume. Certes, j'avais une conscience très claire de ma double appartenance, toutefois, sur cette rive, l'Espagne n'était qu'un surgeon sans fleurs. Subsistaient des traditions plus ou moins abattardies, on en a parlé un petit peu hier, de toutes ces traditions espagnoles, mais qui sont abattardies par rapport à l'Espagne, à ce qui se passe en Espagne. Sauf en matière religieuse, mais la langue elle-même se corrompait, contaminée par le français et l'arabe, et l'absence de livres, l'impossibilité d'échange et même, à un certain degré, l'interdiction à l'école primaire de parler l'espagnol me coupait, au fur et à mesure que j'avançais en âge, de certaines racines. Ça, c'est un point important. Il y a à la fois Madame Quinson, cette française bourgeoise, qui humilie cet espagnol qui essaie de devenir français, mais elle lui fait bien sentir qu'il n'est pas français. Et il dit aussi qu'à l'école, on lui interdisait de parler espagnol, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu assez souvent, c'est-à-dire que même en famille, et souvent dans les familles espagnoles, on interdisait aux personnes, aux enfants, de parler espagnol. Et vraiment, il y avait une volonté d'intégration française qui était vraiment très, très forte. Bon, voilà ce que je voulais dire sur toutes ces petites choses-là aujourd'hui. Je vois qu'il y a quelques personnes, il y a 5 personnes là, j'en ai vu 6, 7, 8, c'est redescendu un tout petit peu. Enfin, Annie, je suis bien content que tu m'aies fait un petit coucou, je ne sais pas si tu es toujours là. Dan, merci d'être venu encore et d'avoir participé à la discussion. Marie-Ange, je crois que je t'ai vu passer. Alors, il faut savoir que j'ai juste un tout petit espace pour les commentaires, donc en fait, si vous écrivez tous là, ça défile, et moi je vois souvent, je vois pas des trucs que vous avez écrits. Donc voilà,
J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous salue, je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h heure française, 18h heure algérienne. Et portez-vous bien, je vous dis ciao.